Que faire de nos vices ? C'est notre série cette semaine en écho au hors-série de Philosophie Magazine qui vient de paraître, consacrée aux vices au pluriel. Aujourd'hui, pour notre part, nous réfléchissons à l'amour-propre et au narcissisme. Narcisse est un personnage de la mythologie grecque évoqué sans nul doute dans plusieurs récits avant qu'Ovide ne propose le sien au début du 1er siècle de notre ère. Une version antérieure d'une 50aine d'années attribuée au poète Parthénios de Nicée raconte que ce jeune chasseur tombé amoureux de son reflet dans l'eau a fini par se suicider. Ovide, lui, dit que Narcisse a juste dépéri, peu à peu, tant il est resté accroché à la contemplation de lui-même, oubliant tout le reste. C'est donc une vieille lune, la question du narcissisme, comme on la nomme désormais. Et l'on y voit depuis longtemps un danger majeur. Mais ce vice-là aurait-il changé dans sa réalité sociale et dans ses représentations à certains moments de l'époque moderne puis contemporaine ? Aurait-il à voir avec le péché d'orgueil dénoncé par le christianisme, puis avec le vice appelé amour-propre ? Ainsi parlent de grands penseurs chrétiens du XVIIe siècle français comme Blaise Pascal et Pierre Nicole. Drôle de mot quand même, amour-propre. D'ailleurs, un siècle après Pascal, Rousseau distinguera amour-propre et amour de soi, comme s'il fallait sauver quelque chose malgré tout dans cette attention que l'on se porte à soi-même, si souvent décriée. Peut-être une part de vertu. Nous avons de quoi discuter ce matin. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Géraldine Ménard. Ça arrive en radio, nous lui envoie une petite virgule, mais ce n'est pas grave du tout. Vous avez beaucoup travaillé, Laurence de Villers, sur l'œuvre de Pascal. Les références de vos travaux sont données avec précision sur notre site. Vous venez de publier l'article sur l'orgueil du hors-série de Philosophie Magazine sur les vices. Par ailleurs, les auditeurs de France Culture vous connaissent, non seulement parce que vous y êtes invités de temps en temps, mais aussi parce que c'est vous en ce moment qui tenez la chronique Le Fil Philo, qu'on entend tous les jeudis à la fin de notre émission avec Philosophie. Bonjour Christophe Lidvine. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie moderne à l'université Paris-Cité et professeur associé à l'université de Californie, située dans la ville californienne d'Irvine. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Vous avez aussi publié au Classique Garnier un ouvrage intitulé « Politique de l'amour de soi, la Boétie, Montaigne, Pascal, au démêlé ». Et bonjour Alain Ehrenberg. Bonjour. Vous êtes sociologue, très théoricien, très féru de psychanalyse, entre autres. En tout cas, vous maîtrisez un très grand nombre de concepts théoriques et philosophiques. Bon, vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS. Vous avez publié chez Odile Jacob un livre qui a fait beaucoup parler de lui à la fin des années 1990, La fatigue d'être soi, dépression et société. Et ensuite, on retrouve plusieurs de vos interrogations autour de l'individu contemporain, dans La société du malaise, ou encore récemment dans L'enfant qui inquiète, des ouvrages aussi publiés chez Odile Jacob. Alors, je vous propose qu'on parte précisément de notre moment actuel pour aborder ces notions d'amour-propre et de narcissisme. Voici un témoignage entendu dans Les Pieds sur Terre sur France Culture en avril 2024. Il y est question du bien-être procuré par l'application Instagram à une femme qui prend l'habitude de s'y raconter en longueur. J'ai posté une photo faite avec un appareil argentique, avec Lou dans mes bras. Je suis au bord de mer. On voit pas bien nos visages, mais on sent vraiment qu'il y a un amour maternel. On sent comme un petit bisou sur un front. Et voilà, dans les commentaires des autres mamans, il y a par exemple une personne qui dit « Et celle-ci me transporte », quelqu'un d'autre qui dit « Super belle ». Magnifique, superbe galerie, on en veut plus. Voilà, c'est vraiment le genre de commentaire qui donne envie de continuer. Ce que moi je recherche à travers ces photos, c'est de venir aussi installer un univers qui m'est propre. Donc c'est pour ça Lou est l'objet de mes photos, mais on parle de moi en fait. Et mon compte est en public. Donc au départ, c'est une petite communauté de mamans. Et très rapidement, en fait, le nombre de personnes abonnées à mon compte augmente. C'est valorisant pour moi.
Depuis l'aube, Narcisse a chassé sous un ciel plein de flammes. Vers le déclin du jour, las de ses cruels travaux, il arrive près d'une fontaine, se couche à plat ventre sur la rive et, pour apaiser sa soif, approche sa bouche de l'eau. Mais une autre soif vient le dessécher. Cependant qu'il boit, son visage frissonnant lui apparaît dans le miroir liquide. Aussitôt, il aime et veut étreindre ce jeune frère des naïades qui le regarde avec des yeux de désir. Il est penché sur son amant fluide, et ni le sommeil, ni la faim ne peuvent l'arracher à sa contemplation. Et voici la seconde nuit que Phébé se lève sur l'extase de Narcisse. Alors il se redresse, étire ses bras engourdis et parle douloureusement aux arbres pleins de lune. Chers arbres, dans vos 2 siècles d'existence, avez-vous déjà vu un amant aussi malheureux que moi? J'idolâtre un objet ravissant. Il n'y a entre nous ni mer, ni montagne, ni forteresse. Un peu d'eau seulement me sépare de lui. Et cependant, mes baisers ne peuvent l'atteindre. Et que ne puis-je me séparer de mon corps pour en jouir ensuite? Hélas, c'est impossible, et j'en mourrai. Et je sais que mon bien-aimé mourra en même temps que moi. Alors les yeux du jeune homme s'éteignirent pour avoir trop admiré leur propre beauté, et sa tête morte tomba sur le gazon. Après le témoignage que vous avez entendu de cette personne sur Instagram, vous avez entendu aussi le récit de Narcisse par Ovide. C'était une lecture proposée sur France Culture en 1967. Bonjour Alain Ehrenberg à nouveau. Bonjour. Vous êtes spécialiste des mutations de l'individu contemporain. Instagram, les réseaux sociaux ont-ils fondamentalement changé la donne en termes de narcissisme, sachant que dès 1979, c'est-à-dire bien avant leur invention, Christopher Lasch, penseur, sociologue, historien, absolument, avait écrit Le complexe de Narcisse. Oui. Narcisse est un personnage négatif depuis l'Antiquité. Il se perd dans son image. L'extrait radio que vous avez passé aujourd'hui, ce sont des éléments assez quotidiens, mais disons que les technologies permettent de prendre appui pour développer des éléments qui existent dans la culture ou dans la normativité sociale depuis un certain temps. Le concept de narcissisme comme catégorie sociologique, c'est à partir des années 70, avec Christopher Lasch, que vous venez de rappeler, et un certain nombre d'autres essayistes qui se lamentent sur le déclin de la vie publique au profit de la vie privée. Le livre qui lance peut-être le thème aux États-Unis, c'est celui du sociologue Richard Sennett, par ailleurs un excellent sociologue, qui s'appelle The Fall of Public Man et qui est traduit très rapidement en français sous le titre Les tyrannies de l'intimité. Donc voilà, ça donne un peu l'ambiance, et le concept vient identifie l'individualisme à partir de cette époque-là, puisque la Révolution française est une révolution individualiste, mais la société devient progressivement individualiste. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs moments, mais à partir des années 60-70, on a un grand changement, à savoir qu'on est rentré à partir de l'après-guerre, mais surtout dans les années 70, dans une société où l'autonomie individuelle devient une aspiration collective. En France, notamment, ça vient avec le fait qu'on rentre dans une société de consommation, de production, développement de la mobilité dans les années 60, le salariat. Tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui donne un contexte d'une société qui s'ouvre. Et en même temps, il y a toute cette dynamique des mouvements sociaux des années 70 qui se réclament des valeurs de
choix, de propriété de soi, etc., en même temps qu'il y a la dynamique égalitaire homme-femme. Donc, c'est dans ce contexte de l'autonomie comme aspiration collective que le qualificatif commence à s'imposer. Et il s'impose à partir de quoi ? Il s'impose à partir d'observations faites par des psychanalystes qu'on avait moins à faire aux névroses classiques de Freud, hystérie, phobie, obsession, c'est-à-dire des pathologies mentales qui mettent en jeu un conflit entre le surmoi, qui est interdicteur, mais, il faut le rappeler, qui est aussi protecteur, et le ça dont le moi est l'enjeu. Disons, dans une telle société, peut-être la question commune qui se pose à chacun, c'est que m'est-il permis de faire ? Les observations sur les pathologies narcissiques montrent qu'on est rentré dans, et surtout avec le développement du souci pour les questions de santé mentale, et notamment la dépression, qu'on rentre dans une société où la question n'est plus tant que m'est-il permis de faire, mais que suis-je capable de faire ? Et pourquoi les pathologies narcissiques mettent le doigt là-dessus ? Parce que ces pathologies sont des conflits entre non pas le surmoi, mais l'idéal du moi et le ça. Donc l'idéal de ce qu'on voudrait être. Et cet idéal, en même temps, invite à passer à l'action. Bon, donc, attendez, pardon. Excusez-moi. Donc je vous propose qu'on ne fasse pas une émission sur Freud, parce que en plus, non, c'est pas Freud, c'est l'interprétation sociologique. Parce que sinon, on ne pourra pas rattraper Pascal, Rousseau, le christianisme. Mais c'est juste pour noter que c'est là-dessus que s'appuient les philosophes. Et je tiens quand même à philosophes. dire, Alain Ehrenberg, il y a... tout le monde n'est pas d'accord dans la mouvance psychanalytique. Bien donc, sûr. il faut quand même dire les choses. Il y a du débat. Absolument. Voilà. Que votre thèse, en effet, dans La fatigue d'être soi, c'est que l'individu contemporain souffrirait moins de conflits psychiques, qui est le fond de pensée de la névrose en psychanalyse, que de sentiments du vide. C'est moins le conflit que le vide, et le vide exprimerait une envie d'être meilleur, à mon avis pas seulement, mais bon, vous le dites un peu, c'est pas toujours simple de vous suivre, pas seulement sur le plan de la performance, mais aussi dans son épanouissement personnel, j'ai envie de dire post-romantique. Le romantisme continue de nous nourrir tous les jours, qu'on n'est pas assez plein de choses, de qualités, de sentiments, d'intensité vitale, etc. Bon. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ces deux problèmes soient déconnectés, puisque beaucoup de gens pensent qu'il y a justement des conflits psychiques qui font éprouver ce sentiment du vide. Ce que je nie pas. Voilà, ce que vous niez pas. Bien sûr. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le narcissisme, tel qu'il est appréhendé par vous, diffère vraiment de l'histoire de Narcisse? C'est-à-dire, ça n'a rien de contemporain. C'est une vieille lune. C'est Ovide, début du 1er siècle, et sans doute mythe grec encore plus ancien. C'est-à-dire que l'amour de soi est quelque chose qui ne mérite peut-être même pas tout cet attirail contemporain, théorique. C'est une vieille chose qui s'est juste un petit peu métamorphosée, pour employer le mot d'Ovide, mais sans se perdre. Oui, la base est la même, mais ça a totalement changé de contexte, de signification, parce que le narcissisme au XVe, XVIe siècle, etc., c'est pas une question qui se pose dans la société. On n'est pas dans une société individualiste. Il y a les premiers éléments, etc., mais on est dans une société qui est une société hiérarchique, c'est-à-dire que le christianisme qui est passé par là. Le christianisme aussi, bien sûr. On est loin du monde païen. Mais comme catégorie définissant le comportement, les idées, les rapports à soi et autrui d'une bonne partie de la population, c'est un phénomène qui remonte à 50, 60 ans. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bien entendu, les névroses classiques ne disparaissent pas. Ce qui est noté, c'est qu'on a
une augmentation de cet autre type de pathologie. Le vide est tout à fait noté. C'est un sentiment d'insécurité intérieure qui est noté par les psychanalystes. Ce sont des cas qui sont considérés aussi comme difficiles. Et c'est pas une pathologie de l'interdit, c'est une pathologie plutôt de l'insuffisance. C'est-à-dire, c'est la question que je posais, que suis-je capable de faire? Ça tourne autour de ça. Donc c'est un narcisse qui regarde son reflet. Pardon, c'est le narcisse qui regarde son reflet dans l'eau, qui s'aime, mais qui craint d'être insuffisant par rapport à son propre regard. C'est ça qui a changé. Il y a un souci de performance, encore une fois, pas seulement professionnel, mais le sentiment de ne pas être suffisant en termes d'intensité vitale, d'émotion, de réalisation de soi sur tous les plans. Enfin, je ne sais pas si c'est l'intensité émotionnelle, mais ce qui fait du narcissisme quelque chose de social, de commun, c'est ce contexte d'ascension des idéaux, de l'aspiration à l'autonomie, à l'autonomie individuelle. C'est ça le contexte qui favorise ce type de pathologie, parce que diffusion des aspirations collectives à l'autonomie individuelle, ça veut dire aussi qu'on passe d'une société qui marche plutôt à la discipline et à l'obéissance mécanique, Fordisme, Taylorisme, etc., à une société qui fonctionne plutôt à la négociation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un sociologue essentiel pour le comprendre, je le dis en 2 mots, c'est Norbert Elias, qui dit qu'on passe, on a 2 dynamiques. Une dynamique d'horizontalisation par rapport aux grandes distances entre classes sociales, sexes et générations, disons, qui existaient jusqu'à l'avant-guerre. On a un rapprochement. Et une deuxième dynamique concernant la régulation des comportements, on passe de régulations formalisées, disciplinaires, etc., à des régulations qui sont plus informalisées et qu'un élève d'Elias, qui s'appelle Cass Wouters, W-O-U-T-E-R-S, appelle la contrainte de la non-contrainte. Et je pense que c'est une formule qui dit assez justement la façon dont on fait en sorte que les gens fassent société avec toutes sortes de tensions, de problèmes, etc. Parce qu'une société d'émancipation, c'est une société qui, notamment la liberté entre hommes et femmes, qui exige, à partir du moment où les prescriptions sont plus de l'extérieur, qui exige un degré d'autocontrôle émotionnel et pulsionnel beaucoup plus fort que dans une société de discipline. De là, toutes ces questions psychiques qui commencent à s'amorcer avec la catégorie de narcissisme. Après, on pourrait étendre sur d'autres choses, c'est-à-dire la généralisation du souci pour les questions de santé mentale qui n'existait pas en 1970. Laurence de Villers, quand vous entendez cette femme qui évoque le bien-être que suscite en elle le fait de parler d'elle sur Instagram, on n'a pas eu le temps d'évoquer la spécificité de notre époque moderne avec les réseaux sociaux. Y en a-t-il une d'ailleurs de spécificité? Est-ce que c'est vraiment neuf? Je veux dire sur le fond. Est-ce que vous analysez cela comme quelque chose de superficiel et sans intérêt, ou comme une tendance lourde que la modernité a creusée et qui trouve en ce moment un débouché particulièrement extraordinaire? C'est absolument pas superficiel. Je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Et évidemment, j'ai 2 tendances qui pourraient être contraires et qui rejoignent la discussion que vous aviez avec Alain Ehrenberg et qu'on a ce matin. C'est-à-dire que je pense à Pascal. Donc j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge qu'on peut tirer de ce XVIIe siècle, de l'époque de Pascal, à nos jours, parce que je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'idée que on est comme appelé à vivre plus que ce qu'on vit, et oui, de fait, ça nous conduit à penser que ce qu'on est en train de vivre n'est pas suffisant. Donc il faudrait instagramiser la vie, mettre des filtres, mettre des écrans, parce que comme si on n'était pas assez plein. Je reprends votre expression. D'ailleurs, le problème du vide est vraiment une et ça position d'Alain rejoint l'idée de vide d'Alain Ehrenberg. Donc, j'ai l'impression qu'on peut tirer ce fil rouge de Pascal
à Instagram, d'une certaine façon, avec l'idée, je pense que c'est important de le souligner, que l'amour-propre ou l'orgueil ou le narcissisme, pour l'instant je ne fais pas de distinction, naissent d'un décalage entre, et c'est déjà présent chez Ovide, entre une soif qu'on aurait. Narcisse, il a soif, d'abord, quand il vient se regarder. Oui, c'est vrai. Il est pris d'une soif. On a une soif en nous, que je vais dire infinie, ou en tout cas d'idéal. On a une soif de plus. Et on se trompe sur la réponse qu'on lui apporte. C'est exactement le drame de Narcisse, c'est-à-dire qu'il vient se regarder dans l'eau parce qu'il a soif. Et il se trompe, il croit que c'est lui-même qui va répondre à sa soif. Et ça, c'est quelque chose que Pascal met au jour. C'est-à-dire ce moi, qu'on va beaucoup critiquer peut-être ce matin, il est quand même travaillé par une soif d'infini. Et il va se tromper sur la réponse. Oui. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Maintenant, j'ajoute la spécificité de nos jours, c'est que je crois qu'en plus de ce drame de l'insuffisance, c'est comme si on n'existait jamais assez, s'accompagne de tous les moyens technologiques qui nous font perdre de vue, c'est paradoxal peut-être ce que je vais dire, mais le vécu. Je crois que nous ne savons plus vivre ce que nous vivons. Nous voulons le montrer à d'autres. Nous voulons le montrer à d'autres et nous voulons comme les exhausteurs de goût. On met plus de choses pour que ça ait du goût. Ben, je pense que nous ne cessons de demander à notre technologie la puissance, d'accord, ou l'illusion de toute puissance, mais aussi de mettre du vécu dans nos vies comme si elle n'en avait pas. On le voit aussi dans les musées. Pourquoi on prend en photo frénétiquement ce qu'on est en train de voir et donc de vivre, c'est-à-dire la rencontre avec le tableau, voire avec le musée? Parce que c'est comme si nos vécus ne suffisaient plus. Et ça, alors j'ai cherché des réponses dans Pascal, mais je me demande si c'est pas archi-contemporain. C'est-à-dire que nous avons à la fois des technologies qui augmentent cette idée de on n'est jamais assez et qui font que nous ne savons plus vivre. Alors, on va évidemment revenir à Pascal. Une de mes questions sera de savoir s'il n'y a pas plusieurs acceptions du moi, même chez Pascal. Mais bon, je reporte la discussion, parce que j'aurais vous entendre, Christophe Lidvine, sur ce... Pascal, il naît en 1623... les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus tard. Quant à Narcisse, c'est une vieille histoire grecque, ancienne. Est-ce qu'il y a des liens entre tout cela pour vous, ou bien devons-nous faire attention à ne pas tout mélanger ce matin? Je dirais d'abord que la notion de narcissisme, le concept, est en fait assez récent. Il est postérieur à l'amour-propre. Il date, je pense, de la fin du 19e. Je ne vais pas retracer l'histoire, mais c'est un concept comme notion de narcissisme qui est relativement plus tardif. Or, j'irai un peu plus loin, c'est que il me semble que Narcisse, dans la fable d'Ovide, n'est pas narcissique au sens contemporain. Ah, d'accord. En quoi? En quoi? Tout simplement, l'histoire de Narcisse, si on la rappelle, c'est un jeune homme qui est beau et orgueilleux, et qui est conduit tous ses amants, toutes ses amantes. Un de ses amants, je résume vraiment à grands traits, un de ses amants veut qu'il soit puni pour cet orgueil. Et qu'est-ce que la déesse Némésis lui inflige? Il va tomber amoureux précisément de ceux dont tous les autres amants et amantes sont tombés amoureux, c'est-à-dire de lui-même. Mais il ne va pas se reconnaître dans le miroir. Qu'est-ce qui n'est pas narcissique dans cette histoire? C'est qu'il n'a rien à faire du regard des autres. Il n'en a rien à faire. Il ne se demande pas ce qu'on pense de lui, si on l'aime. Ce n'est pas du tout sa question. Or, quand on parle aujourd'hui, je pense, de narcissisme, dans l'exemple d'Instagram que vous avez évoqué, on a toujours en considération le regard des autres sur soi. La manière dont les autres vont cliquer sur un like et cette appréciation des autres. Ça ne concerne pas du tout Narcisse. Et jusqu'au bout, même quand il ira en enfer, il ne va pas du tout se préoccuper, se soucier du regard des autres. La seule chose qui l'intéresse, qui le fascine, c'est cette image d'un être qu'il a pris pour un autre. Et quand il prend conscience que cet autre, c'est en fait que son reflet, c'est là qu'il meurt. Mais jamais il ne se demande qu'est-ce qu'on pense. Il n'y a pas de rapport à un « on ». La seule personne qui pourrait être témoin, en quelque sorte, de ce qui arrive à Narcisse, c'est la nymphe Écho. Oui. Et qui ne peut pas parler. Qui fait écho. Qui ne peut juste que faire écho, voilà. Donc, c'est pas... Oui, mais pas... la différence, si je puis me permettre, c'est très intéressant ce que vous dites là, mais c'est aussi que le mythe nous donne une leçon. Donc, il montre ce qui pourrait arriver.
si on continuait à s'aimer soi-même d'abord, et donc c'est la mort, c'est la question de la mort. Or, peut-être que lorsqu'on valorise le narcissisme, la réponse au mythe, si je puis dire, c'est de dire mais tout au contraire, je m'aime, je profite de cet amour et je l'exalte dans mon rapport à autrui, je fais d'autrui un admirateur, etc., etc. Et d'ailleurs, je vis très bien avec mon narcissisme. Donc, en fait, le mythe dit quelque chose, mais on peut aussi construire à partir de là une réponse tout à fait narcissique. Oui, alors en tout cas, je pense que dans l'Antiquité, dans la réception du mythe par les Grecs, soit néoplatoniciens par exemple, où on en trouve des traces chez Plotin, et puis après dans la tradition néoplatonicienne, le problème de Narcisse, c'est pas du tout qu'il s'aime, c'est qu'il aime une ombre de lui-même. Et donc que son amour de soi soit porté sur un mauvais objet. Ce que je veux signaler, c'est que par rapport aux problématiques contemporaines du narcissisme, il me semble que dans toutes ces considérations-là, ce qui est absent, c'est ce « on ». Ce « on » qu'on recherche, dont on recherche la considération, le regard, etc. Et ça, c'est un regard qui est proprement social, ce qui, à mon sens, vraiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport entre narcissisme, évidemment, et l'histoire de Narcisse, mais qu'on aurait tort, je crois, de lire l'histoire de Narcisse chez Ovide trop vite au prisme de ce qu'on appelle le narcissisme. Ça, c'est très clair ce que vous dites, très intéressant. En revanche, je crois que la relation entre le narcissisme comme concept récent ou contemporain et l'amour-propre du XVIIe, elle existe, précisément parce que la question qui occupe quelqu'un comme Pascal à propos de l'amour-propre, c'est « m'aime-t-on moi ?» Me considère-t-on moi? Me reconnaît-on moi? Et donc c'est ce regard social d'un « on » qui est recherché, qui est désiré. Pourquoi? Parce qu'il y a au fond de chaque « moi », c'est le syntagme qui forme, inspiré par Descartes, le désir d'être aimé, d'être considéré des autres, de trouver dans le regard des autres quelque chose finalement de mensonger, qui lui permettent de mieux répondre, en quelque façon de satisfaire ce qu'il veut être, son désir de ce qu'il veut être. Alors merci pour cette transition, parce que je voudrais ouvrir la discussion sur Pascal notamment, avec vous deux qui connaissez très bien, et Laurence de Villers, vous avez consacré de nombreux travaux à Pascal, par ce passage dans le fragment cellier des pensées, puisqu'il y a plusieurs manières de compter les pensées, c'est la pensée numéro 653. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être, écrit Pascal, nous voulons vivre dans l'idée des autres, d'une vie imaginaire. Et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable. Cette phrase, deux phrases, Laurence de Villers suggère qu'il y a un être véritable, qu'il y a peut-être un moi véritable. Et donc que le fameux moi, le moi est haïssable, formule de Pascal, il faudrait la comprendre comme le culte d'un moi illusoire et non pas comme un refus de toute préoccupation pour le moi. Expliquez-nous ça. Oui, il y a un moi véritable et c'est à lui que s'adressent les pensées d'ailleurs. Le choc que veut faire ressentir Pascal par son écrit, par ses écrits, ou en tout cas ce que ce serait devenu, c'est de par-delà ou contre ce moi imaginaire, toucher le moi véritable. Parce que le problème est là, c'est-à-dire que comment ça se construit? Et ça rejoint cette idée que le moi se pose, vous l'avez dit Alain Ehrenberg, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, la philosophie de Pascal, elle se formule à partir d'une interrogation, que fera-t-il? Que pouvons-nous faire? Que fait l'homme? Etc. Et ça change beaucoup de choses dans la formulation de la philosophie. Que fera le moi? On va l'appeler le moi sans distinguer pour l'instant véritable. Il n'y a pas encore de scission. Le moi aimerait être aimé de tous et être au centre de tout. En réalité, le moi aimerait vivre une vie de Dieu et être aimé comme un Dieu ou comme Dieu. Le problème, voilà que s'enclenche le mécanisme du moi. Le problème, c'est que le moi, et là, il y a un moi véritable qui le voit, qui sait même confusément qu'il n'y a rien en lui
qui justifie cet amour, et que de fait, cet amour injustifié, qu'est-ce que c'est qu'un amour ou une demande injustifiée, une domination injustifiée? C'est une tyrannie. On pourrait dire de nos jours une dictature, un despotisme, une domination. Donc en fait, le moi cherche une domination qu'il ne peut pas exercer, parce qu'il n'y a rien en lui qui justifierait qu'il soit le Dieu pour les autres. Donc, deux choses se passent. Ce moi, qui est encore un moi véritable d'une certaine façon, mais je ne crois pas qu'on puisse chronologiser comme ça chez Pascal. Oui. Il va nourrir d'abord une haine de la vérité. De la vérité qu'on pourrait lui dire sur lui-même, mais de la vérité en général. Ça, c'est un point de départ. Il faut d'abord lui faire rétablir la vérité et le conduire à aimer la vérité pour il puisse se haïr lui-même. Mais c'est concomitant. Il va falloir haïr dans le moi le fait que lui-même a une haine pour la vérité. Oui. Il a une haine pour la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner le dos à la vérité et il va se construire un moi imaginaire, parfaitement aimable. Il va se stariser, si vous voulez que je le dise autrement. Donc, il va construire un moi imaginaire, il va vivre une vie imaginaire, et là, on commence à perdre de vue, à s'éloigner non seulement de la vérité, mais de ce qu'il peut y avoir de véritable dans le moi. Il va faire deux choses. Il va refuser de penser. Pascal ne dit pas que... Ah, j'adore. Ouais, voilà, le lapsus. lapsus, je l'ai fait. Mais Allez-y. Pascal ne dit pas que Descartes a tort. Il y a le rire de Pascal tout au long de la philosophie, d'une certaine façon. C'est qu'il lui dit, bah oui, bien sûr, j'existe, par la pensée, je suis ce que je suis, etc. Vous me permettez là de faire une insiste pour les auditeurs qui ne comprendraient pas cette conversation souterraine entre Pascal et Descartes. Pascal a 27 ans de moins que Descartes. Qu'il a rencontré. Voilà, il est fasciné quand même, ce personnage qui croit dans la raison. Il y a une grande part de Pascal, franchement, qui croit dans les pouvoirs de la raison, mais bien différents. sûr, Voilà. il ne faut pas caricaturer. Mais oui. dans les méditations métaphysiques de 1641, Descartes dit on se trouve pleinement dans l'intériorité, à travers la méthode du doute, mais on trouve la certitude de je pense et donc de je suis, et on trouve même la certitude de l'existence de Dieu. Troisième méditation, c'est quand même un sacré moi qui est d'une toute puissance souveraine, stupéfiante. Et c'est là que Pascal répond à Descartes. Lui répond deux choses, au moins, à minima deux choses. Oui, bien sûr, je sais que j'ai la certitude que j'existe au moment même où je pense, sauf que l'homme veut tout faire sauf penser. Donc en fait, si la nature du moi est de penser, c'est ce que dit Pascal, il est d'accord. La nature du moi est de penser, sauf que le moi veut tout faire sauf penser. Pourquoi? Parce que penser, c'est penser à sa vie, à sa condition, au fait que le simple fait de vivre ne me rend pas heureux, et que si je pense, je vais me penser moi-même, et je vais pas me trouver à la hauteur de mes espérances. Donc, le moi, en fait, joue contre lui-même. Chez Pascal, la nature humaine joue contre la nature humaine. Donc, je fais tout pour ne pas penser. Je fais tout pour ne pas penser, donc je vais vivre cette vie imaginaire jusqu'à oublier que... Je vais préférer mon être imaginaire, en réalité. Mais d'une certaine façon, je vais préférer l'être que je suis sur les réseaux sociaux que l'être que je suis véritablement. Alors, je voudrais faire réagir tout le monde à ce que vous avez dit. D'accord. Alain Ehrenberg, est-ce que Pascal parle mieux du narcissisme contemporain que le mythe de Narcisse? Bon, ça, je pourrais pas dire, mais au moment où écrit, c'est tout à fait hors de mes compétences. Bon, alors répondez. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous Pascal, apporte, Pascal écrit et parle dans une société qui n'est pas individuelle. On est d'accord. Et le sociologue met toujours l'accent sur les contextes et leurs variations socio-historiques. Et donc, on est au début, au XVIIe siècle, de quelque chose qui est en train de se passer, et que des gens comme Pascal saisissent, à leur manière, mais dans un monde qui reste un monde chrétien. Entièrement d'accord, avec une société d'ordre, où c'est l'honneur plus que la consommation qui nous motive. Je suis d'accord, mais il y a quand même cette idée que nous préférons vivre en dehors de nous-mêmes. Et c'est très curieux pour notre époque qui ne cesse de nous donner l'injonction de se trouver, de se réaliser, de donner la meilleure version de nous-mêmes, etc. Et le 17e, en tout cas, à travers Pascal, nous dit deux choses. D'abord, où tu es toi-même? Où est le moi? Ça, c'est la grande question de Pascal qui est très originale. C'est pas qu'est-ce que le moi? C'est où est-il? Où vous trouvez? Et puis en plus, il nous répond, mais vous voulez pas être vous-même. Vous voulez être tout sauf vous-même.
À vous, Christophe Lizine, qui avait beaucoup travaillé sur ce 17e et son rapport à la question du moi. Alors, plusieurs points relativement à notre discussion sur le texte de Pascal que vous avez lu tout à l'heure et sur cette question de notre être imaginaire. Effectivement, on entend beaucoup d'échos contemporains avec ce qu'on appelle un avatar. Oui. C'est très, très intéressant. Je reviens au clip que vous aviez donné de cette jeune femme sur Instagram. Sur Instagram, vous avez un contrôle de votre image. Et c'est une condition, en quelque sorte, du succès de ce type de réseau social ou d'application, que vous ayez ce contrôle, que vous puissiez polir votre image pour la retrouver telle que vous voudriez vous voir et telle que vous pouvez vous rendre aimable aux autres. Et d'où le fait qu'elle dise, d'ailleurs, c'est un univers qui m'est propre, mais on parle de moi en fait. Hein. Et elle est très contente du nombre de commentaires et de comptes qui s'inscrivent, etc., de ce succès social. Donc c'est toujours ce rapport à un on qui est médié par effectivement ce que Laurence de Villers décrivait, c'est-à-dire le fait que vous avez besoin de construire cette image pour trouver en quelque sorte cette valorisation sociale, vous sentir aimé. Ça, c'est vraiment effectivement quelque chose que Pascal, au sujet de l'amour propre, pense et qui peut aisément, disons, se transcrire à des choses contemporaines. Sur votre question relativement au rapport de Pascal à Descartes, je voulais signaler plusieurs points. Un qui est totalement anecdotique. Ils étaient voisins en un sens. Pascal est mort aux 2 rue Rollin. Descartes habitait dans la rue Rollin aussi, donc c'est assez amusant. Sur le moi lui-même, c'est une notion qui est tirée. La substantivation du terme est tirée indirectement de Descartes. C'est ce moi qui pense chez Descartes. C'est très clair que Pascal joue avec la notion pascalienne en appelant l'amour-propre le moi ou le moi humain. Il joue avec Descartes. Oui. Et il montre effectivement que la question du moi, pour lui, c'est la question de l'amour qui prime. M'aime-t-on ? Me voit-on ? Et c'est cette question-là qui l'amène à dire où il est ce moi. On m'aime pour des qualités qui en fait sont pas intrinsèques à lui. Elles peuvent disparaître, elles peuvent périr, et pourtant je resterai moi. Et est-ce qu'on m'aimera quand je deviendrai laid, etc. Donc ces questions-là sont directement relatives à Descartes. Mais un deuxième point sur lequel on aperçoit peut-être moins le rapport à Descartes, c'est sur la question de la vérité. Je veux dire par là que si vous êtes cartésien, et mettons que vous soyez cartésien et que vous ayez affaire à quelqu'un qui croit en des théories du complot. Vous êtes cartésien, vous allez, par l'idée claire et distincte, par un raisonnement implacable, démontrer d'une façon ou d'une autre que cette théorie du complot est fausse. Est-ce que, demanderait quelqu'un comme Pascal, est-ce que vous arrivez par là à persuader de la fausseté de cette théorie quelqu'un qui y adhère en particulier sur des réseaux sociaux, etc. Et Pascal vous dire, c'est ça que dont vous n'arrivez pas à rendre compte uniquement en vous situant sur le terrain de l'erreur, de croire qu'il s'agit seulement d'une erreur. Non, là-dedans, il y a une forme de complaisance dans du faux qui tient sans doute à quelque chose comme une manière de se valoriser dans un certain contexte social par l'adhésion à cette théorie. Et ça, c'est vraiment ce que Pascal permet de penser, qu'à mon avis, Descartes nous donne beaucoup moins d'instruments pour penser. Il se voit grand. Non, pardon, il veut être grand, excuse-moi. Il veut être grand, mais il se voit petit. C'est un fragment également de Pascal. Est-ce que vous diriez que se voir petit, en fait, contrairement à l'intuition intérieure, qui est un voir chez Descartes, en fait, il ne se voit pas vraiment, du point de vue, même s'il l'écrit comme cela, il fait tout pour ne pas se voir petit. Il le sait qu'il est petit, mais en fait, c'est un fragment assez compliqué, Laurence de Villers. Mais oui, c'est un fragment compliqué parce que ça rejoint votre question sur le moi véritable ou ce moi imaginaire, c'est-à-dire que je dis confusément par commodité, mais il faudrait le préciser, mais confusément, même si encore une fois, on ne peut pas dire, il y a eu un moment dans la vie où on prend conscience qu'on veut se voir grand et on est petit, on veut être grand et on se voit petit, mais je crois que chez Pascal, et c'est ça qui est difficile à tenir, Pascal, c'est l'homme qui veut tenir le contradictoire, il veut tenir des choses qui sont contradictoires. Je pense que le moi, c'est pour ça que moi j'ai insisté sur l'inquiétude chez Pascal, le moi est un être inquiet, parce qu'au fond,
Il tient les deux. Ouais, il tient sait qu'il est petit, mais il fait tout Eh pour oui, ne pas il le sait voir, qu'il est petit, tout en mais le il voyant veut être quand grand. même. Ouais. Il y a une soif aussi, je Oui. reprends ce terme, il y a un désir dans le moi pascalien, il y a un désir dans le moi pascalien qui est grand. Un désir qui est grand, c'est un désir de Dieu, en fait, ou de l'infini. Il y a un désir très puissant et infini en nous qui ne cesse d'être frustré. À la fois frustré parce que on ne trouve pas son objet pour le combler et parce qu'on lui donne à manger, on lui donne à boire à cette soif des objets qui sont dérisoires. Ça va être tel ruban à mon habit, ça va être tel carrosse, etc. Donc le moi est quand même tenaillé entre une soif infinie et le fait qu'il ne cesse de se mentir à lui-même. Et donc l'amour-propre, c'est un amour-propre aussi instable. C'est la mauvaise réponse à une demande d'amour. Alors, merci pour cette transition. Un Alain petit mot. Ehrenberg, oui, je vous en prie. Tocqueville parle de l'inquiétude démocratique. Voilà, là c'est réintroduire aussi un autre contexte. Oui, absolument. Mais cette inquiétude, évidemment, elle a toute une histoire ensuite. Oui, et je pense que là, Géraldine, vous allez être d'accord avec nous, il ne faut pas qu'on sous-estime dans cette question d'orgueil, amour-propre, narcissisme, la dimension politique qui est très présente chez Pascal. D'abord, il définit ce moi comme un tyran, donc c'est une définition politique, et puis ensuite, ce moi, devenu tyran des autres et de soi-même, est un usurpateur. Donc en fait, il va nourrir l'injustice foncière et que rien ne peut supprimer de la société dans son entier, du politique d'une certaine façon. C'est pas plutôt une perspective morale plutôt qu'une perspective politique? Elle écrit sur les J'ai envie grands, de dire quand les même. deux, mon Il y a capitaine. une critique des grands politiques. Ah mais oui, justement, mais chez je Pascal. pense que c'est fondamentalement politique. C'est-à-dire que, en fait, il y a une pensée de la société et du politique chez Pascal qui est une radicalisation sans doute de Saint-Augustin. C'est tiré d'Augustin, mais il le radicalise avec l'idée que, et on le comprend à partir du moi, l'idée que il n'y a pas de justice dans la cité des hommes. La justice n'existe pas, il y a des lois. On va me dire, il y a des lois. Oui, mais les lois fonctionnent non pas parce qu'elles sont justes, mais parce que ce sont des lois. Et qu'il vaut mieux un ordre, même injuste. Pascal va jusqu'à dire, il vaut mieux une erreur à être trompé. Donc il vaut mieux un ordre, même injuste, que pas d'ordre du tout. Mais la racine de cette injustice, elle est d'abord dans le moi. Le moi qui dit quoi? Le premier mot du moi, c'est pas je pense, c'est pas je suis, j'existe. Là aussi, il se rit de Descartes. C'est ceci est à moi que va reprendre Rousseau. Le premier cri de ce moi imaginaire qui s'aime d'un amour démesuré, beaucoup trop grand pour lui, c'est ceci est à moi. Alors, merci pour Rousseau. J'ai encore la transition. C'est formidable. Donc, Rousseau, un siècle après, Pascal. Finalement, on va explorer ce moi, y compris ses petitesses. Il y a une promesse de sincérité dans les confessions. Reste à savoir si elle est tenue. Mais cet aspect pourrait apparaître pascalien. Cependant, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est un texte de 1755, Rousseau souhaite distinguer amour-propre et amour de soi-même comme si il ne voulait pas uniment placer du côté du vice l'attention que l'on peut se porter à soi-même. Je vous propose d'écouter ce célèbre extrait. Il ne faut pas confondre l'amour-propre et l'amour de soi-même. Deux passions très différentes par leur nature et par leurs effets. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour-propre n'est qu'un sentiment relatif, factice et né dans la société qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement et qui est la véritable source de l'honneur. Ceci, bien entendu, je dis que dans notre état primitif, dans le véritable état de nature, l'amour-propre n'existe pas. Car chaque homme, en particulier, se regardant lui-même comme le seul spectateur qui l'observe, comme le seul être dans l'univers qui prenne intérêt à lui, comme le seul juge de son propre mérite, il n'est pas possible qu'un sentiment qui prend sa source dans des comparaisons qu'il n'est pas à portée de faire puisse germer dans son âme. Par la même raison, cet homme ne saurait avoir ni haine, ni désir de vengeance,
passions qui ne peuvent naître que de l'opinion de quelque offense reçue. Et comme c'est le mépris ou l'intention de nuire et non le mal qui constitue l'offense, des hommes qui ne savent ni s'apprécier ni se comparer peuvent se faire beaucoup de violence mutuelle quand il leur en revient quelque avantage, sans jamais s'offenser réciproquement. Que veut sauver Rousseau, comme on l'entend dans ce texte lu par notre réalisateur Nicolas Berger? Christophe Lidvine, que veut sauver Rousseau en ce qui concerne l'attention qu'on se porte à soi-même? L'amour-propre, il le déteste, comme Pascal le détestait, il y a là une certaine filiation, mais il veut sauver quelque chose d'autre. Quoi? Alors, c'est un texte très connu, la note 15 du second discours, qui n'épuise pas d'ailleurs ce que Rousseau aura dit de l'amour-propre, et qui intervient dans l'analyse qu'il propose de ce de quoi l'homme est fait dans ce qu'il construit comme un état de nature hypothétique, où on essaye d'imaginer ce que serait l'homme dépouillé de tout ce qu'il aurait acquis en devenant social. Et parmi les passions qu'il faut lui supposer, il y a bien un amour de soi, au sens où il est naturel à tout être sensible de prendre soin de sa conservation, d'avoir un intérêt spontané à se conserver. Et ça, c'est véritablement ce qu'il appellera l'amour de soi. C'est une passion naturelle, et dans le second discours, c'est une passion ici qui qualifie en premier lieu l'existence animale. Quelle est la passion animale? C'est le désir de se conserver. Mais ce qui est important pour Rousseau, c'est de dire qu'il désire se conserver, mais il n'en a rien à faire, il n'a même pas l'idée ou un quelconque intérêt de ce qu'autrui pourrait penser de lui. Il n'y a pas de regard social pour lui. Il n'a pas conscience de lui-même comme vu du point de vue d'un autre. Donc, cette relation à soi suppose qu'il n'y a pas de conscience sociale de soi. Voilà, ça, c'est la clé. Et donc, l'amour-propre se différencie pour Rousseau essentiellement par là, l'accès à une représentation de son existence comme du point de vue d'autrui. Ce qui est très important pour Rousseau ici, c'est de dire l'amour-propre est donc une passion sociale, née avec la société et factice, mais la généalogie, si vous voulez, de cette passion, ou sa genèse, l'histoire de cette passion, n'a rien à voir avec celle qui est traditionnellement proposée par les pères de l'Église chrétienne, et en particulier par saint Augustin. Donc derrière Pascal, il y a aussi saint Augustin qui est en ligne de mire. Il reprend énormément des analyses de Pascal sur l'amour-propre. Rousseau, vous voulez dire? Rousseau, oui. Mais en montrant qu'il n'y a pas de rapport de l'amour-propre au péché originel. C'est une clé, alors que dans la tradition dans laquelle s'inscrit Pascal, clairement, l'amour-propre renvoie à l'amor-sui augustinien, qui est la passion par laquelle l'homme s'est originellement détourné de Dieu pour s'aimer soi en lieu et place de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait centre de tout. Pour Rousseau, en réalité, la tendance centripète, si je voulais dire, de l'amour de soi, elle est naturelle. Alors, justement. Et il n'y a pas à en faire. Ce qu'il dit, c'est à propos d'Adam, à propos du péché originel, ce qu'il reproche au père de l'Église, à la religion chrétienne en tant qu'elle croit dans le dogme du péché originel, c'est de faire à l'homme un crime de sa faiblesse. Et l'amour de soi, naturel, donc non pollué par la société, non parasité par ces mauvaises choses que la société nous a apprises. L'amour de soi bon et innocent comporte-t-il des moments de fierté, d'orgueil, mais au bon sens du terme? Par exemple, lorsque Rousseau regarde les Corses, la Corse, et prépare une réflexion politique à leur sujet, une constitution, il semble louer cette fierté corse. C'est pas de la vanité, c'est pas de l'amour propre. Est-ce que ça fait partie de l'amour de soi et ça n'est pas du tout critiquable? Alors, première chose, parce que je parlais de l'état de nature et de l'homme sauvage dans l'état de nature,
Pour Rousseau, les Corses ne sont pas dans l'état de nature. D'accord, personne ne leur a été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à la question qui était Oui, dans mais le il peut y avoir cadre des résidus dans certaines nations de l'état de nature, alors qu'ils sont bien plus effacés. C'est juste pour dire que dans l'état de nature, il n'y a pas d'orgueil. Mais effectivement, quand il parle de la nation corse à l'époque révolutionnaire, au XVIIIe siècle, il y a un texte célèbre où il propose une division de l'amour-propre entre la vanité et l'orgueil. Oui. Et il dit que toute jeune nation politique, dans le temps où elle se forme, où elle se donne une législation, est nécessairement orgueilleuse. Parce que c'est un moment de croissance pour elle, où elle désire se conserver quoi? Son indépendance, sa liberté, dans les lois. Et donc ça, c'est quand même... Parce qu'il y a quand même des peuples en société qui sont moins pollués par le mauvais de la société que d'autres. Est-ce que c'est l'idée... Poser la société comme le mauvais. Parce qu'on est chez Rousseau, excusez-moi de vous le dire, chez Rousseau, c'est comme ça. C'est un peu le problème, il n'y a pas de société. Non, mais chez Rousseau, le social a tendance à dégrader les belles péchés. C'est le factice, absolument. C'est l'équivalent du péché. Donc c'est pour ça que j'évoquais son intention à des choses qu'un augustinien, par exemple, et peut-être un pascalien, ne valoriserait pas, par exemple, une certaine fierté naturelle qui serait demeurée et qui ne serait pas critiquable chez certains peuples. Mais ce ne sera pas en termes moraux, si vous voulez, si vous êtes en train de juger moralement de l'orgueil. Pour Rousseau, c'est toujours un vice, l'orgueil. Mais en termes de dynamique politique, l'orgueil, c'est une passion qui est beaucoup plus utile à la formation d'une république que la vanité. La vanité, ça Alors c'est différent. Ouais. Pourquoi est-ce différent, l'orgueil et la vanité ? En quoi elle est pour... Parce que quand vous êtes orgueilleux dans son idée, c'est d'abord que non seulement c'est différent, mais ça n'intervient pas au même moment. Mais une société naissante, pour lui, est nécessairement orgueilleuse. Pourquoi ? Parce qu'elle désire croître, elle désire l'accroissement de sa puissance, et elle désire forcément par là quelque chose de patriotique qui porte vers l'orgueil. C'est une passion joyeuse, en quelque sorte. Mais c'est une passion de croissance politique et d'amour de la liberté, enfin qui l'accompagne. Alors que la vanité... Le meilleur de la nature qui se retrouve dans la société. La vanité, pour lui en tout cas, tend plutôt vers l'individu que vers la nation elle-même. Et donc là, il y a peut-être un lien avec la discussion par laquelle on a commencé. À ses yeux, plus on s'oriente vers la vanité, moins en réalité, il y a une aspiration collective qui peut avoir lieu. Parce que pourquoi, quand on est 20, c'est qu'on est toujours en train de se comparer avec un autre. Mais c'est entre des particuliers que ça se passe. L'orgueil, il peut mobiliser une autre aspiration.